sachez que nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers d'avoir des femmes comme vous parmi nous. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat pour la Côte d'Ivoire. Et là où les femmes se trouvent, il y a forcément la volonté divine, il y a la volonté populaire. Je tenais à vous saluer. Que Dieu vous bénisse. Je tenais, avant de saluer tous ceux qui sont arrivés d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre et même des États-Unis, saluer la délégation du FPI qui est venue d'Abidjan, qui est là. Tout à l'heure, l'ambassadeur Koudou Kessi aussi prendra la parole. Il y a la délégation du COGEP, conduite par Nobou Yasset aussi qui est là, ils prendront la parole tout à l'heure. Mais au nom du comité d'organisation, je tenais à saluer le président Stéphane Kipré de l'UNG. Il est arrêté derrière, mais je tenais à le saluer. Quand nous avons dit que nous partions à La Haye, notre souci était de faire en sorte que 5 ans après, on puisse avoir des cas à moindre coût pour venir à La Haye. On a dit, normalement, on paye 30 € pendant longtemps. Aujourd'hui, on va pour un pèlerinage. Essayons de voir comment on peut réduire le coût. Et c'est lui que nous sommes allés voir. Et il a dit, vous avez besoin de combien de cas? Il a dit, les gens ne savent pas pourquoi je suis engagé dans ce combat-là. Ils ne savent pas pourquoi je m'engage souvent sans réfléchir. Mais moi, je suis doublement engagé. Parce que Laurent Gbagbo, c'est mon mentor politique. Et la manière dont Laurent Gbagbo finit sa carrière politique, c'est comme ça que nous autres qui marchons ne savons pas, c'est comme ça que commence notre carrière politique. Si le président Laurent Gbagbo finit sa carrière politique dans l'humiliation, notre carrière politique va se dérouler dans l'humiliation. Donc nous devons nous battre pour que Laurent Gbagbo triomphe de l'injustice. C'est comme ça, si Laurent Gbagbo triomphe, que nous aussi nous pourrons triompher. Donc ça c'est le volet politique. Mais il a dit, vous savez aussi que Laurent Gbagbo, quand je me réveille chaque matin, je lis dans les yeux de ma femme la tristesse de voir son père et sa mère en prison. Et ça, je suis le seul à vivre ça au quotidien. C'est à moi que mes enfants demandent, mais où sont les pépés, où sont les mémés? Et je n'ai souvent pas de réponse. Et donc, je me dois de m'engager. Et s'il faut que je mette mon dernier centime pour que tous les Ivoiriens aient à La Haye, je le ferai pour que ma femme retrouve le sourire. Et ça, il est engagé. Et donc, c'est grâce à lui que nous avons pu avoir les cas que chacun de vous a pu payer 10 €. Certains même sont montés gratuits aujourd'hui. Tout ça là, c'est bon. Je tenais à vous saluer, qu'on applaudisse un peu le président Stéphane Kipré. Et je ne vais pas être long. Tout à l'heure, un journaliste m'a dit, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous espérez? Je lui ai dit, nous on n'espère rien. Parce que espérer quelque chose de la CPI, c'est concéder à la CPI qu'elle a le droit de juger Laurent Gbagbo. Concéder à la CPI que nous espérons en elle, c'est concéder à la CPI que nous espérons en elle. Nous disons que la CPI n'est pas légitime pour juger le président Laurent Gbagbo. La CPI, lorsqu'elle a été mise en place, on nous a fait croire que c'était une cour qui allait protéger les plus faibles et punir les plus forts. Parce que le monde dans lequel nous vivons, ce sont les plus forts qui oppriment les plus faibles. Mais aujourd'hui, ce sont encore les plus faibles qui sont devant la CPI à être jugés. On fait payer à Laurent Gbagbo le fait d'être soumis. On fait payer à Laurent Gbagbo le fait d'avoir refusé que son pays soit un vassal de l'Occident. On fait payer à Laurent Gbagbo le fait d'avoir refusé que les richesses de son pays soient bradées. C'est ce qui explique que le président Laurent Gbagbo soit dans le poste des accusés ici. Et c'est ce message que nous sommes venus passer. J'ai dit à ce journaliste qui m'a interrogé tout à l'heure que Ouattara lui-même, il a mis en place une commission d'enquête internationale en Côte d'Ivoire. Il a nommé lui-même les membres de cette commission internationale. Et cette commission a dit que la crise en Côte d'Ivoire a fait 3000 morts. Je ne sais pas comment ils ont compté, mais c'est leur problème. Et ils disent que les partisans du président Laurent Gbagbo ont tué 750 personnes. Je leur ai dit, ok, supposons que ce que vous dites est vrai. Mais lorsqu'on extrait 750 personnes de 3000, il reste 2250 personnes. Est-ce qu'elles se sont suicidées? Qui a donc tué les 2250 personnes? Pourquoi il n'y a que le président Laurent Gbagbo dans le port des accusés, alors que les assassins de 2250 personnes courent toujours? Donc la CPI, elle s'est discréditée. Et nous, notre génération, nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous, peuple d'Afrique, notre combat, c'est de faire en sorte que la CPI meure. Et donc nous disons que le président Laurent Gbagbo, il est rentré plusieurs fois en prison et il est sorti plusieurs fois dignement. Lorsque le président Laurent Gbagbo a été arrêté à la marche de février 92 à Abidjan, il y a des députés du FPI qui sont venus en France pour venir voir Oufoué parce qu'ils se sont venus en France. Ils ont dit à Oufoué, nous venons demander pardon, il faut libérer Laurent Gbagbo.
Au congrès du FPI qui a suivi, c'était à Mans. Laurent Gbagbo a dit, qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé d'aller demander pardon à mon nom? Parce que je suis en prison au nom de la dignité, au nom du combat auquel je crois. Et c'est pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand certains vont s'humilier devant Ouattara et qui disent qu'ils le font pleurer Laurent Gbagbo, nous leur disons oh honte. Oh honte. Parce que Laurent Gbagbo de toute sa carrière, il est resté dans une poursuite de combat. Il est resté dans une poursuite digne. Il est resté dans une poursuite de non-soumission. Quiconque prétend se soumettre au nom du président Laurent Gbagbo le fait au nom de son propre intérêt. Ce n'est pas pour le président Laurent Gbagbo. Et c'est pourquoi je tenais à vous demander de demeurer digne, de demeurer conscient dans le combat. Je ne vais pas être là parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter aujourd'hui. Mais je tenais à vous dire que le président Laurent Gbagbo, il est fier de vous. Il est fier de voir que 5 années après, son peuple ne l'a pas abandonné. Il est fier de constater que du plus jeune au plus vieux, nous sommes à ses côtés. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas le combat de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a 70 ans. Le combat que nous menons, ce n'est pas le combat de nous autres qui sommes ici. Nous menons le combat des générations qui viennent après nous. Et un homme politique disait que il y a des hommes politiques qui pensent à la prochaine élection. Et il y a des hommes politiques qui pensent à la prochaine génération. Nous nous battons pour la prochaine génération. Nous nous battons pour ne plus que la génération qui viendra avec nous et à se réunir à la place de la République au plateau. Nous nous battons pour que plus jamais des Ivoiriens ne soient obligés de venir ici à la CPI. Nous nous battons pour qu'il y ait une génération qui soit digne, une génération qui puisse jouir de ses richesses. Et c'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous voyez des mandats d'arrêt prévus en Côte d'Ivoire, c'est la justice divine qui s'abat. Parce que le combat, il est politique, il est juridique, mais aussi spirituel. Et vous voyez aujourd'hui des gens, on leur envoie des mandats et ils refusent de les retirer. Il a dit, mais oh, depuis qu'on vous envoie des mandats, vous ne voulez pas les retirer. Retirez-les, c'est de l'argent qui est dedans. Donc restez digne. Restez dans une poursuite de combat. Sachez que le combat que nous menons, il n'est pas vain. Sachez que nous sommes proches de la victoire. Le procès sera long, le procès sera dur, le procès sera coûteux, mais nous allons triompher. Parce que nous avons la vérité de notre côté. Et un peuple qui se bat, il finit toujours par remporter la victoire. Refusons d'être à genoux. Refusons de couper les chines. Refusons de négocier nos convictions. Parce que tout ce combat qui se mène dans la vérité, se mène dans la douleur. Et quand on n'accepte pas la douleur, on ne doit pas accepter le plaisir. Quand on n'accepte pas la souffrance, on ne peut pas mieux déguster la liberté. Acceptons aujourd'hui la souffrance pour être fiers de la liberté que nous aurons acquis demain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous nos camarades qui sont venus d'Afrique nous soutenir. Que Dieu bénisse toutes vos délégations. Au nom du comité d'organisation, je souhaite que vous puissiez rentrer chez vous. C'est un saut. La Jossi Gang est dirigée par Johnny Pacheco. Et vous savez que la Jossi Gang est composée de militaires. Ces militaires ont combattu le bon combat auprès de Laurent Gbagbo, ont été contraints à l'exil, mais dans l'exil, ayant abandonné les Kalachnikov, ils ont décidé de faire le combat de la parole. Et comme dans une bonne... Merci. Comme dans une bonne... Merci. Comme dans une bonne hiérarchie militaire, avant que le général du coin ne prenne la parole, il est important de donner un officier pour le présenter. Donc je vais me soumettre à cette discipline militaire en appelant l'officier, la gâchette qu'on peut ovationner s'il vous plaît, pour que lui, comme c'est moi qui suis le maître de cérémonie, pour que lui, en 1 minute, il puisse présenter Johnny Pacheco qui prendra la parole au nom de la Jossi Gang. Merci. Sous vos ovations s'il vous plaît. Merci. Chers panafricains, parce qu'on est tous mélangés. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour recevoir Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, on va prendre Laurent Gbagbo pour partir chez nous. Johnny Pacheco, très dur. On va l'écouter. Hein. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Johnny. Bon, je suis très content d'être aujourd'hui parmi vous. C'est la première fois que je suis aujourd'hui à La Haye. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver entre Africains. Mais j'aimerais expliquer certaines choses. Parce que
Beaucoup se demandent pourquoi Johnny Pacheco, la Diossigan sont rentrés dans cette lutte-là. C'est vrai, j'ai été gendarme, j'ai fait 6 années à servir mon pays et j'ai décidé, après le coup d'état constitutionnel de Dramane Ouattara et SESPI, imposé à la Côte d'Ivoire parce que j'ai dit que bombarder le palais présidentiel, c'est traumatiser tous les Ivoiriens. Parce que Gbagbo Laurent représente le peuple de Côte d'Ivoire. Donc déposer des bombes sur la maison de Gbagbo Laurent, c'est d'abord bafouer notre souveraineté et c'est piétiner notre dignité. Donc j'ai décidé de ne pas suivre Ouattara. Pourquoi? Parce que j'ai perdu beaucoup de collègues. Et je suis mieux placé pour savoir qui est Ouattara, parce que j'ai connu Ouattara depuis tout petit. Depuis 2005, j'étais en exil à cause de la FESI. Mais je n'ai pas entré dans ces détails-là, mais j'ai simplement vous dire pourquoi nous suivons Gbagbo Laurent. Je suis Gbagbo Laurent pour 2 choses. Le franc CFA que nous mangeons aujourd'hui en Côte d'Ivoire est une monnaie de servitude. Et moi je dis que ce qui détermine un État, ce qui définit un État, ce qui nous permet de respirer, de nous faire appeler comme on appelle ça un État souverain, c'est notre monnaie. Mais notre monnaie ne nous appartient pas, notre monnaie appartient à la France. Et si il y a des journalistes français ici, je veux qu'ils ouvrent les oreilles pour m'écouter. J'aimerais vous dire, chers Africains, le franc CFA est une monnaie nocive au développement de tout État africain. Le président Koudou Laurent Gbagbo a décidé de créer une monnaie qui était la monnaie ivoirienne de la résistance, le MI. Nous l'avons soutenu parce que ça allait permettre à chaque Ivoirien, à chaque citoyen considéré comme Ivoirien de jouir des richesses de son pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, nous sommes en hiver, vous voyez, hein, il n'y a rien qui pousse. Mais ces gens-là, qui n'ont aucune plantation, qui n'ont rien du tout, arrivent à subvenir aux besoins des populations, même à payer les chômeurs. C'est inconcevable pour moi, je ne peux pas l'accepter. Donc, j'aimerais simplement vous expliquer le fonctionnement ici du franc CFA. Dans toute administration, il y a ce que nous appelons les conseils d'administration, c'est-à-dire les administrateurs qui siègent, qui prennent des décisions à l'unanimité pour décider de ce qui est le volume de financement des États africains membres de la zone du franc CFA, c'est-à-dire des banques centrales. Je vais m'expliquer pour qu'on puisse comprendre. C'est-à-dire que la BCAO est chargée d'accompagner tous les États africains membres de leur développement. Mais avant que la BCAO finance ces États africains-là, il y a ce qu'on appelle le conseil d'administration qui siège. Et les décisions sont prises à l'unanimité. C'est-à-dire que si un a dit qu'on ne vote pas pour le financement, par exemple, du Togo, la BCAO ne donne pas le capital nécessaire pour le financement des infrastructures au Togo. Mais dans les différentes banques centrales de l'administration, nous avons des Français qui sont représentés, qui ont des droits de veto. Et ces Français-là, lorsque il s'agit par exemple de financer un État africain, il suffit d'imposer leurs droits de veto et tout est bloqué. Sur le plan social, sur le plan politique, rien ne marche. Aujourd'hui, quand vous regardez le Gabon, le Togo, la Côte d'Ivoire, c'est la précarité, c'est l'insécabilité et nous disons que ça ne peut pas continuer. Moi, je suis donc un Ivoirien d'origine étrangère, mais qui aime le pays. Tu vois, il y a des autres étrangers ivoiriens, tu vois, qui n'aiment pas trop le pays, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ça. En tout cas, je suis très content de vous retrouver ici. On doit continuer le combat. Voilà, jusqu'au bout. Beste mensen, wij zijn hier. Wij zijn hier om te protesteren tegen het neocolonialisme van Frankrijk. Wij zijn hier om de vrijlating van Laurent Gbagbo te vragen. Iemand die onschuldig in de gevangenis zit, gewoon omdat hij de rijkdom van zijn land wil verdelen onder zijn volk. Hij is tegen het kolonialisme van Frankrijk en hij wil gewoon rustig, gewoon op zijn gemakske zijn land ontwikkelen. Zo moet dat. Dus alsjeblieft, denk een beetje na, help ons in deze strijd en doe gewoon en laat de Afrikanen zichzelf ontwikkelen. Je voudrais saluer tous les Africains, tous les Panafricains, tous les Ivoiriens, les patriotes. Ceux qui ne changent jamais, ceux qui ont choisi la voie de la dignité. Je voudrais vous dire merci. Et je voudrais
saluer le comité d'organisation de cette grande manifestation. Je voudrais saluer tout à l'heure, j'attendais que le financement de cette manifestation est à l'initiative du camarade Stéphane Kipré de l'UNG. Camarade, si tu es encore dans les coulisses, je voudrais te dire merci. Vous savez, moi je connais la route de la Haye. Premier Ivoirien depuis 2008 à occuper la Cour pénale internationale. Quand je le faisais, parce que la Côte d'Ivoire avait déjà reconnu la compétence de la CPI depuis le 18 avril 2003. Nous étions deux et nous avons occupé la CPI depuis 2008. En 2009, nous étions encore là. Nous avons demandé à l'État de Côte d'Ivoire, puisque nous étions déjà membres du statut, en reconnaissant la compétence de la CPI, de poser une plainte préventive contre ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Mais dans la vie, il faut dire ce qui est fait. Parce que notre papa nous a dit, un homme il marche, il laisse des traces. Voulez-vous que j'ignore les traces que j'ai laissées à la CPI depuis 2008? C'est pour ça, tant qu'un seul Ivoirien sera détenu de façon illégale dans cette maison coloniale et impérialiste, je serai toujours là pour soutenir. Bravo! Vous savez, l'histoire ne retient pas la légende, l'histoire retient que la vérité, a dit les actes posés dans le passé. Aujourd'hui, le président Gbagbo n'est plus l'Ivoirien, c'est l'Africain, le combattant pour la dignité africaine, le combattant de la liberté, le combattant pour l'égalité et le combattant pour la souveraineté. L'Europe a commencé à avoir peur par notre lutte. Vous avez vu ce qui se passe au Burkina? C'est ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il faut saluer ce qui est en train de germer au Burkina. Parce que bientôt, la sous-région va s'enflammer. La sous-région va s'enflammer et la France sera obligée de reculer. L'histoire est rien que des faits. On nous avait donné l'indépendance, un semblant d'indépendance dans les années 60. Parce que les Ivoiriens et les Africains avaient commencé à ouvrir les yeux. Mais aujourd'hui, la France sait qu'une nouvelle génération africaine est en train de voir le jour. La génération qui connaît l'histoire de l'Afrique. Je voudrais vous demander, chers frères, parce que moi où je suis rassuré de la libération de Gbagbo. Après aujourd'hui et demain, et Ouattara et son petit régime vont se crouler. Il ne résiste même plus. Un président d'une assemblée nationale qui ne peut plus sortir de la Côte d'Ivoire, il ne peut pas venir en France. Ceux qui les avaient installés, il ne peut plus venir là. Il ne peut plus aller au Burkina. Ceux qui l'ont soutenu à prendre les armes. J'ai honte. J'ai écrit, moi, une lettre à Soro pour dire, Soro, si tu as encore un peu de dignité, démissionne. Et laissez la justice la justice faire son travail. C'est ce que vous aviez dit. Vous aviez ramené Laurent Gbagbo à la CPI pour un besoin de justice. Pour le même besoin, il faut que Soro aille répondre au Burkina Faso. Il faut qu'il aille répondre en France. Il faut qu'il aille répondre aussi en Belgique. Il faut qu'il aille bientôt répondre au Canada. Notre République est humiliée par un gouvernement et son président incapable de diriger un peuple digne, celui de la Côte d'Ivoire, qui se reconnaît au président Laurent Gbagbo. Parce que nous suivons des valeurs. Nous suivons des valeurs et nous suivons des normes.
Et sa seule personne qui incarne ces normes en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. C'est pour ça que depuis 5 ans, la résistance ne peut pas faiblir. Parce que les valeurs fondées par l'idéologie, vous pouvez enfermer un homme dans une prison, mais vous ne pouvez pas enfermer son esprit. L'esprit Gbagbo a déjà envahi notre génération et notre génération va libérer l'Afrique. Je vous remercie. Je voudrais vous saluer parce que depuis que le président Gbagbo est arrivé ici à l'Aïe, vous n'avez cessé de vous mobiliser. Vous n'avez cessé de porter son message à l'attention du monde pour dire que Gbagbo n'est pas seul, pour dire que Gbagbo n'est pas un criminel, pour dire que Gbagbo c'est un humaniste. N'est-ce pas lui qui disait, quand il y aura une école dans un village, quand chaque village de Côte d'Ivoire aura un centre de santé, quand chaque village de Côte d'Ivoire aura de l'électricité, alors toute la Côte d'Ivoire sera développée. Si toute la Côte d'Ivoire est développée, n'est-ce pas le bonheur de tous les Ivoiriens du Sud, de tous les Ivoiriens de l'Est, de tous les Ivoiriens de l'Ouest et de tous les Ivoiriens du Nord. Frères, sœurs, je vous salue et je vous apporte le message de Côte d'Ivoire car je viens de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont fiers de vous. Les Ivoiriens sont fiers de vous parce que vous êtes mobilisés en leur nom, parce que vous n'êtes pas seuls non plus. Je voudrais porter à la connaissance de la communauté internationale, je voudrais porter à la connaissance des journalistes que toute la Côte d'Ivoire est debout pour Laurent Gbagbo. Que toute la Côte d'Ivoire ne dort pas pour Laurent Gbagbo. N'est-ce pas que depuis que Laurent Gbagbo est ici, quand il y a des élections, les Ivoiriens ne sortent pas? N'est-ce pas que quand Laurent Gbagbo, depuis qu'il est ici, quand il y a le recensement général de la population, les Ivoiriens ne sortent pas? Comme vous dire que Gbagbo est l'épicentre de la réconciliation, que Gbagbo reste l'homme de Côte d'Ivoire, il reste l'homme des Ivoiriens. Je voulais porter ce message à l'attention de la communauté internationale, porter ce message à la connaissance aussi des journalistes. Je suis venu chercher Laurent Gbagbo pour partir avec lui à Abidjan car les Ivoiriens ont besoin de lui. Et je partirai avec lui. Et la prophétie dit que ce procès va s'arrêter en cours. Ils vont abandonner le procès car c'est le procès de la honte. Ils vont me remettre Laurent Gbagbo pour que je retourne à Abidjan avec lui. Bensouda, les Ivoiriens ont besoin de Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens ont besoin de Laurent Gbagbo pour la réconciliation nationale. Les Ivoiriens ont besoin de Laurent Gbagbo pour le progrès national. Les Ivoiriens ont besoin de Laurent Gbagbo pour se réconcilier. C'est pour cela que je voulais demander à Bensouda de me remettre Gbagbo pour partir avec lui. Car depuis que Gbagbo est ici, les Ivoiriens ne dorment pas. Les Ivoiriens n'ont plus de sommeil. La Côte d'Ivoire est divisée. Car Laurent Gbagbo, socle de la Côte d'Ivoire, socle de l'unité nationale, est embastillé dans une prison, la prison de la honte. Gbagbo est né sur les tropiques. Gbagbo n'est pas né dans le froid. Remettez-moi Gbagbo pour que je parte avec lui sous les tropiques, pour qu'il contribue au développement de la Côte d'Ivoire, pour qu'il donne une école à chaque village de Côte d'Ivoire, pour qu'il donne l'électricité à chaque village de la Côte d'Ivoire, pour qu'il donne de l'eau potable à chaque village de la Côte d'Ivoire, pour que toute la Côte d'Ivoire soit développée. L'Union de la nouvelle génération, grand parti d'émancipation, fondé et dirigé par le commandant Stéphane Kipré, a parcouru avec Laurent Gbagbo ces 10 dernières années, contrées, villages, villes, pour faire passer le message de la vérité, pour faire passer le message du développement. Malheureusement, les impérialistes sont venus et ils ont interrompu ce combat que le président Stéphane Kipré menait aux côtés de son mentor, de son aîné, le président Laurent Gbagbo. Mais tant que Laurent Gbagbo ne sera pas libéré, tant que Laurent Gbagbo, oui, on restera ici. Merci ma soeur. Tant que Laurent Gbagbo n'est pas libéré,
le combat du président Stéphane Tipré ne s'arrêtera point. C'est pour cela que je voulais dire une fois de plus merci au camarade Stéphane Tipré, mobilisé depuis Abidjan, mais mobilisé également ici en Europe, mobilisé ici à La Haye, mobilisé en France, mobilisé partout où la cause de Gbagbo est défendue. Camarades ivoiriens, camarades ivoiriennes, les Ivoiriens par ma voix vous disent merci, car sous le froid, car sous la pluie, quelquefois sous le soleil, vous faites la fierté des Ivoiriens. Et chaque fois qu'il y a lieu de parler de Gbagbo, dans la presse nationale comme internationale, nous voyons cette charmante mobilisation. Et les Ivoiriens à Abidjan disent vraiment, nos frères qui sont là-bas, là, ils nous soutiennent. Ils font notre travail. Et pour cela, ils vous disent merci. Ne vous découragez pas, chers frères. Restez debout, sous la pluie, sous le soleil. Parce que Gbagbo le mérite, ce grand humaniste, ce grand homme de cœur, cet homme de droit, cet homme de justice, et cet homme également du développement, cet homme du bien-être des Ivoiriens. Chers camarades, chers frères ivoiriens, je vais vous faire une petite confidence. À Abidjan, Ouattara, tout en plagiant le programme de société de Laurent Gbagbo, a bien voulu créer ce qu'on appelle la CMU, ce que nous on a appelé sous Gbagbo l'AMU. Mais oh honte! Oh honte! Vous savez pourquoi? Personne ne s'est inscrit. Personne n'a adhéré à la CMU. Parce qu'on sait que c'est l'idée de Gbagbo. Parce qu'on attend Gbagbo pour réaliser l'AMU. Mais c'est l'expression de ce que les Ivoiriens sont indifférents de tout ce que Ouattara fait. Ça ne nous intéresse pas. Parce que c'est pas lui on veut. C'est pas lui on veut. On veut Gbagbo. On nous parle de pont. Est-ce qu'un pont peut faire l'émergence d'un pays? Mais comment on peut dire que la Chine est émergente avec son niveau de développement et puis on dit la Côte d'Ivoire est émergente? C'est vrai ça? Mais en Côte d'Ivoire, les gens ne trouvent pas à manger. Mais en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas de travail. Mais pourquoi il n'y a pas tout ça là? Émergence là. Émergence là, c'est balayer dans la rue là. C'est ça qui est l'émergence. Mais ici en Europe là, c'est les machines qui balayent les rues. Tant que les machines n'ont pas encore balayé les rues, c'est que ce n'est pas l'émergence. Tant que la décharge d'Akuyo d'eau est installée à proximité de la maison de Ouattara, c'est que ce n'est pas l'émergence. Tant que le désordre d'Adjamé n'a pas pris fin, il n'y a pas émergence. Tant que les Ivoiriens, les jeunes diplômés, les jeunes titulaires du BTS, les jeunes maîtrisards ne peuvent pas avoir du travail, c'est que ce n'est pas l'émergence. À l'hôpital, tant qu'on n'est pas capable de dispenser un seul comprimé à un Ivoirien malade, c'est que ce n'est pas l'émergence. Donc si ce n'est pas l'émergence, qu'est-ce que c'est? C'est le mensonge. Merci les camarades. Merci les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse le président Stéphane Tipré. Je vous remercie. Votre combat est le combat de Congo-Brazzaville. Parce qu'on se dit, si Gbagbo est ici, c'est pas sa place. La place, c'est Sassou Nguesso qui doit être là. Parce que c'est lui qui est génocidaire. C'est lui qui est en train de massacrer le peuple. Mon frère et ma soeur, si nous-mêmes les Africains, si nous ne prenons pas nos destins en main, si nous ne nous levons pas, ces blancs-là vont nous écraser. Vous avez vu comment Sarkozy a fait avec Gbagbo? Et voilà, aujourd'hui c'est Hollande qui est en train de mettre la pagaille en Afrique. Sassou était là depuis que Giscard était président. Les 2 mandats de président, lui était là. Mitterrand a fait 2 mandats, Sassou était encore là. Jacques Chirac est arrivé avec 2 mandats 14 ans, Sassou est encore là. Sarkozy est arrivé, il est encore là. Hollande est là, c'est la main de Sassou Nguesso. Allez-y comprendre. Les Africains meurent à cause de la richesse,
parce que nous sommes victimes de notre propre richesse. Est-ce que vrai ou faux? Mais alors, c'est à nous de dénoncer ça. Nous nous sommes une association de solidarité aux victimes des guerres du Congo-Brazzaville qui a déposé plainte au TPI. Nous sommes venus rassurer pour voir la plainte à quel niveau. Nous allons la déposer à Paris, y compris la France, parce qu'on a inculpé la France dedans, pour qu'on parte directement au fond. On se dit, le problème, le malheur de l'Afrique, c'est la France. Cette plainte sera déposée aux États-Unis, au TPI pour compléter également, et à Paris. Et nous allons voir si les juges français vont juger leurs propres enfants. Vrai ou faux? Voilà. Mais on m'a donné que 2 minutes. C'est pas grave. Nous sommes ensemble avec vous. Nous allons lutter ensemble avec vous. Et la victoire est certaine. Merci beaucoup. Winnie Blanc. Je voudrais vous remercier. Ce monde, ce beau monde qui est réuni ici est le résultat de votre extraordinaire mobilisation depuis 5 ans. Vous êtes formidable. On lâche pas. Le peuple de Gbagbo Laurent est formidable. On lâche pas. Le peuple de Simone Gbagbo est formidable. Le peuple de Blé Goudé est formidable. Le peuple de Dogbo Blé est formidable. Le peuple de Côte d'Ivoire est formidable. Le peuple d'Afrique est formidable. Chers amis, vous êtes formidables. Moi, je ne serai pas long. Je veux juste vous rendre un hommage. Je veux juste vous remercier, vous féliciter. Peut-être me direz-vous pourquoi je vous félicite. Mais chez nous, quelqu'un travaille dans son propre champ et puis il est en train de labourer et on passe et puis on lui dit embêté, Yao Liboza. Quelqu'un est en train de travailler dans son propre champ pour lui-même et on passe et on le félicite, on lui dit Aribara. Quelqu'un est en train de travailler dans son propre champ. Et puis, c'est pour lui-même. Et puis on lui dit, ça ne va pas pour. Je vais vous dire merci. Je vais vous féliciter. Quoi que vous travaillez dans votre propre champ, quoi que vous travaillez pour l'avenir de l'Afrique, quoi que vous travaillez sans relâche, malgré les intempéries, pour la libération du président Laurent Gbagbo. Je vais vous dire merci. Et je vais vous demander de faire beaucoup de bruit pour vous-même. En vous parlant ce matin, bien évidemment, j'ai une pensée pour le président Laurent Gbagbo. J'ai une pensée pour le ministre Blé Goudé. J'ai une pensée pour la première dame Simone Gbagbo. J'ai une pensée pour le général de Boblé. J'ai une pensée pour tous ces prisonniers politiques et militaires. Et je ne peux m'empêcher de vous donner ce message. Un message d'optimisme. Oui, je veux vous communiquer. Je veux vous contaminer avec cet espoir de voir un jour le président Laurent Gbagbo libéré. Je veux vous voir, chers amis, partager cet espoir de voir la Côte d'Ivoire recouvrer sa vraie souveraineté et à travers elle, toute l'Afrique. Chers amis, je veux vous demander de ne pas baisser les bras. Parce que le combat ne fait que commencer et ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas une vaine phrase que je prononce. Après les festivités d'aujourd'hui, après les beaux discours d'aujourd'hui, quand nous retournons chez nous, il faut que nous retroussions nos manches. Il faut que nous armions encore de courage pour reprendre le combat de la mobilisation. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Car au-delà de l'aspect festif, au-delà de l'aspect
rassemblement bon chic, bon genre. Il y a d'abord un message, le premier, du résultat de votre mobilisation qui est à féliciter. Il y a celui-là qui vient aussi de l'encouragement à continuer le travail que vous avez entrepris. Et ensuite, enfin, il y a celui de ne jamais oublier, que même après la libération du président Laurent Gbagbo, nous serons dans une autre phase de notre combat. Je veux, avec vous, dire aux frères qui nous regardent en Côte d'Ivoire de ne pas baisser les bras, de ne pas désespérer de ce combat et de ne pas penser un instant que les choses resteront comme cela. Dieu n'est pas injuste. De ne pas penser que Dogbo Bleu périra en prison. De ne pas penser que Dagrouloula et tous ses morts, Bokadoudou, sont morts inutilement. De ne pas penser que la Côte d'Ivoire restera dans la main des gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas intérêt à l'avoir dans leurs mains. Je leur demande de garder espoir. Je leur demande de regarder l'avenir. Et enfin, aux observateurs internationaux, à ceux-là même qu'on appelle la communauté internationale, un autre message. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo est un homme de paix. Laurent Gbagbo incarne aujourd'hui la paix, la réconciliation, le développement de la Côte d'Ivoire. Nous venons encore démontrer avec nos manifestations pacifiques que nous sommes attachés à la paix. Mais que cette paix est emprisonnée. Nous sommes attachés à la réconciliation. On ne peut pas aimer son pays et vouloir que son pays reste dans la guerre. Mais la réconciliation est à la haie. La réconciliation est emprisonnée. Et nous leur demandons de libérer le président Laurent Gbagbo. Ainsi donc, ils auront la paix, la réconciliation et tout ce qu'ils veulent. Tant que cela n'est pas fait, eh bien, il n'y aura jamais la paix. Il n'y aura jamais la réconciliation. Il n'y aura jamais la concorde. Chers amis, je voulais marquer sur ces messages en vous demandant, que Dieu vous bénisse. En demandant que Dieu vous donne la force de continuer toujours le combat de la justice, de ne pas céder au chemin de la facilité, de ne pas céder au chemin de la traîtrise, de rester déterminé, quel que soit le chemin de l'union, quel que soit le chemin de l'union, nous ne devons jamais collaborer avec les têtes. Nous ne devrons jamais collaborer avec tous ceux qui ont vendu la Côte d'Ivoire. Nous ne devons jamais collaborer avec tous ceux qui ont tué nos parents. Mais nous devons être attachés au combat de la justice. Ce combat, je voulais vous le donner. Ne tombez pas dans la traîtrise. Ne suivez pas ceux qui sont allés vers la traîtrise. Ne suivez pas ceux qui sont allés vers la cupidité. Suivez le chemin de Laurent Gbagbo. Chemin fait de dignité. Chemin fait de loyauté. Chemin fait de fidélité. C'est ce chemin, c'est ce message que je voulais vous donner. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Messieurs, dames, quand l'illustre Johnny Pacheco parlait tout à l'heure, il n'a pas eu le temps de développer quand les Français, les Européens, les impérialistes traitent notre président démocratiquement élu qui est détenu derrière moi ici dans cette prison d'impérialistes, c'est-à-dire le président, dites son nom. Quand il le traite de dictateur, je vais vous dire ce que ces blancs appellent dictateur. S'il vous plaît, d'abord je vais vous présenter Ludovic Nansan, Kimanos Patricia. Nous sommes ensemble au fruit là. Alors, Démé Oignon va vous dire ce que les blancs, les impérialistes appellent dictateur, s'il vous plaît. Parce qu'on est fatigué de ce terme. À tout bout de champ, dictateur. À tout bout du champ, dictateur. Je vais vous poser une petite question. Ça, c'est la question de notre papa Laurent Gbagbo. Mais répondez en force. Qui a gagné les élections? Et là, je vais vous dire ce que ces messieurs, ces impérialistes, ces charognards appellent dictateurs. Vous savez, ces gens appellent dictateurs, je vous explique. Dès l'instant
qu'un chef d'État africain, soit-il en l'occurrence, parce qu'ils ne se disent pas ça entre eux, hein. Voilà, en général, pour eux les dictateurs ils sont tous noirs comme vous et moi. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent Laurent Gbagbo, on va prendre son cas, parce que dans vos pires cauchemars, vous ne verrez jamais la tête de Laurent Gbagbo comme dictateur. Si c'est vrai, applaudissez-vous. Bien alors voici ce que je vais vous dire, on va être très bref, il m'a donné 2 minutes le monsieur. Ces Européens, ces impérialistes, je disais, ces charognards, ces marchands d'armes qui se nourrissent de notre sang et de mensonges, n'est-ce pas, appellent dictateurs ceci. Dès l'instant que chef d'État africain n'est pas d'accord avec les États-Unis, avec la politique d'exploitation de la France, et bien sûr avec l'OTAN, cette machine à nous rendre pauvres, ce chef d'État est un dictateur. Ah oui. Et tenez-vous bien, c'est pas tout. Il passe de dictateur à super dictateur, en ce sens que quand il parle de Laurent Gbagbo, vous savez ce qu'ils disent? C'est menteur. Ils disent c'est un dictateur, virgule, qui tue son peuple. Quand il commence à vous dire ça, vous savez c'est quel genre de dictateur Laurent Gbagbo? Mais je vais vous dire le dictateur que c'est. Et c'est magnifique. C'est le genre de dictateur pour les Européens, n'est-ce pas, qui met à la disposition du peuple, n'est-ce pas, le fruit de l'exploitation des richesses du pays. C'est-à-dire, il met au service du peuple autant de services sociaux, dont logement gratuit, les soins gratuits, école gratuite, université gratuite, et je vais plus loin. Eau potable, électricité, un peu partout. Dès l'instant qu'un chef d'État africain se comporte comme ça, tenez-vous bien, voici l'appellation. C'est un dictateur qui tue son peuple. Voilà comment il parle de Laurent Gbagbo, c'est un menteur. Mais vous voulez que je vous dise une chose? Quand vous entendez ces Européens, ces impérialistes, comme je vous le disais, ces buveurs de sang, quand ils disent nous allons dans tel pays africain installer la démocratie, tenez-vous bien, vous savez ce qu'ils vont installer? Je vais vous le dire gentiment, moi, il n'y a pas 10 000 mots. Ils vont installer une économie libérale, néolibérale, dont l'exclusivité sera réservée seulement, excusez-moi, je vais être grossier, aux putains de multinationales qui dépendent de la France, des États-Unis et de l'OTAN. Cette machine Moi, à nous tuer. avec ma famille, nous sommes témoins directs de l'histoire de la Côte d'Ivoire, les années. C'est-à-dire que toutes les choses qui sont en train de se passer à la CPI, pour nous, c'est conneries. Ce n'est pas à notre nom que peut faire les choses comme ça dans la Cour pénale internationale. Nous sommes ici pour dire que quand il y a les personnes dignes, vraies, pas violentes et fortes comme Laurent Gbagbo, font la dignité de toute l'humanité. Font la dignité aussi de nous, mais quand même à la même temps, nous comme blancs occidentaux, nous avons aussi honte parce que tout ce qui se passe, c'est aussi au nom de l'occidentaux. Et c'est la vérité, mais c'est la tragédie quand même parce que toute la vérité, moi je connais la vérité parce que j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais témoin direct de la situation, mais tous les autres ne connaissent pas parce que la vérité est bien cachée. C'est une machine qui cache bien la vérité parce que la vérité c'est seulement ce que fait le droit de le grand pouvoir de l'entreprise économique. Mais moi je suis ici pour dire tout ça c'est pas à mon nom, c'est pas à mon nom. La deuxième chose, comme ça, je fatigue pas trop vous, c'est de dire que nous sommes ici pour Laurent Gbagbo, pour Blé Godet, mais aussi dans l'Afrique, dans la Côte d'Ivoire surtout, il y a beaucoup de personnes qui souffrent beaucoup dans les prisons, les femmes sont violées tous les jours dans les routes, et pas personne dit les choses. Dans les journaux, il n'y a rien. La population souffre et nous ne pouvons rien faire. Il faut que nous cherchions de renverser toutes les mauvaises choses et dire ça suffit de faire comme ça parce que il n'y a pas de personne qui gagne entre les blancs petits comme ça qui travaillent, mais sur les grandes entreprises. Tout ensemble, il faut chercher l'alliance pour dire la machine c'est pas bien
pour l'Afrique, c'est pas bien pour les autres dignes personnes. Il faut arrêter ça, ça suffit. Il faut libérer Babo et renverser la situation. Merci. Moi, je suis aujourd'hui ici plutôt avec une très grande tristesse. Parce que ce qui se passe contre Laurent Gbagbo est réellement grave. Je souhaite dire à la communauté internationale et à l'Allemagne, on vous a menti. La presse internationale a entièrement détourné la vérité. Ce qu'on a fait avec vous en Allemagne et les institutions de l'Allemagne, il y a un terme en allemand qui dit « die Kuh aufs Glatteis führen ». C'est-à-dire, on n'a pas parlé réellement du sujet de la Côte d'Ivoire. Si on parle du sujet de la Côte d'Ivoire, on parle des livres de Son Excellence M. Laurent Gbagbo, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. Si on prend la constitution ivoirienne, aucun responsable de la communauté internationale peut se permettre que la constitution ivoirienne a été violée. Laurent Gbagbo a été confirmé et la l'onction de son peuple. Et comme Kudo Kessié Raymond, l'ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France et en Israël, a dit dans une vidéo sur Civox, c'est un cas exceptionnel. Laurent Gbagbo a été enlevé de son pouvoir alors qu'il était en exercice. Comment se fait-il que la communauté internationale, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui François Hollande, peuvent se permettre d'encarcérer un président de la République? Est-ce que ce serait valable pour l'Europe? Laurent Gbagbo est empêché de réaliser son mandat seulement pour ce fait-là et la protection par la Constitution ivoirienne. Il ne peut pas être ici à la Cour pénale internationale. Et je souhaite vous dire, il y a un sujet qui me crève le cœur. Je me demande, est-ce que l'Allemagne remplit ses obligations et sa responsabilité? Il y a quelque chose à dire. Donc tout d'abord, c'était évoqué avant le système du franc CFA. J'ai travaillé avec Nicolas Gbagbo sur ce sujet. On était à l'Université autonome de Berlin. On a fait une conférence là-bas et j'ai fait la traduction en allemand. C'est-à-dire, l'Allemagne nazie a livré la maquette à Charles de Gaulle pour faire quelque chose qui révèle d'une très grande méchanceté. Parce que l'Allemagne nazie a appliqué ce système franc CFA, sans que ce soit que c'était le franc CFA, à la France pour appauvrir la France. C'est contestable. La France a vécu une injustice lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais Charles de Gaulle n'avait pas le droit de récupérer ses colonies en appliquant cette même méchanceté allemande à l'Afrique. Donc là, il y a une responsabilité historique de l'Allemagne, pas dans le sens de la culpabilité, mais dans le sens de la construction et de la vraie responsabilité. Il y a aujourd'hui quelque chose que je souhaite encore ajouter. L'Allemagne a livré à la France une première maquette, mais il y a une deuxième maquette que l'Allemagne a livrée à pas à la France, mais à la communauté internationale, peut-être sans le vouloir. Je reviens 82 ans en arrière dans l'histoire, 1934.
Adolf Hitler avait créé le tribunal du peuple, ce qui veut dire Volksgerichtshof. C'est-à-dire c'était un tribunal d'exception qui a condamné la résistance allemande contre le régime de Adolf Hitler. De 18 000 condamnations, 5 000 personnes ont trouvé la mort. C'est la résistance qui a donné la raison à cette cour politique. Et je souhaite dire aujourd'hui, par rapport au dossier de Laurent Gbagbo et de la Côte d'Ivoire, la Cour pénale internationale est dans le dossier de la Côte d'Ivoire un Volksgerichtshof, un tribunal du peuple. Ça n'a rien à faire avec la justice. Il faut voir aussi quelque chose que je souhaite dire aux Allemands, puisque les Ivoiriens le savent. En 2002, vous avez eu une mutinerie avec des revendications corporatrices. Et vous savez, Laurent Donafologo, il a négocié pour le gouvernement ivoirien à Lomé avec les mutins. On les a appelés les mutins. Toutes les revendications ont été acceptées. Comment Jacques Chirac pouvait s'ingénier, c'est-à-dire se décider de retirer ce dossier pour transformer une mutinerie en rébellion qui sera validée par le Conseil de sécurité? C'est pas possible. Et aujourd'hui, tous les crimes qui ont été commis sont maintenant mis dans ses chaussures. Il faut que l'Allemagne se réveille. Maintenant, je souhaite un peu venir vers le côté de l'Allemagne parce que je suis un Allemand. Vous voyez, il y a aussi des Blancs et des Allemands qui sont à votre côté. Il y avait un juge, peut-être je me trompe, mais je crois qu'il s'appelle Hans-Peter Kaul, de la chambre préliminaire de cette Volksgerichtshof. Il a dû mourir. Et pourquoi il est mort? Nous avons au moins le droit de demander cette Volksgerichtshof. Hans-Peter Kaul, pourquoi il est mort? Est-ce qu'il s'agit, au moins sous forme d'une question, est-ce qu'il s'agit d'un meurtre afin qu'il lui dise « Ok, je change mon avis, Laurent Gbagbo, il faut le poursuivre » alors qu'il ne le voulait pas avant. Donc vous voyez, un Allemand a dû mourir. Et récemment, il y avait un autre Allemand, je crois qu'il s'appelle Schmidt, Benjamin Schmidt, qui a démissionné, un expert des procédures pénales internationalement reconnues. Et pourquoi il démissionne de cette Volksgerichtshof? Voilà. Et je souhaite, pour finir, revenir un peu en arrière. Je souhaite revenir un peu en arrière. Quelle est la souche du problème de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique par rapport à ses relations avec l'Europe? Ce n'est pas l'intérêt français. On sait très bien de Charles de Gaulle qu'il n'aimait pas Foccart. Foccart a fait ce sale boulot, mais il n'a été plus contacté par Charles de Gaulle lorsqu'il n'était plus président de la République. Charles de Gaulle était écœuré de Foccart, donc il avait une duplicité dans la moralité. Après le 19 septembre 2002, nous avons fait une manifestation, je crois que c'était la deuxième. Et là, on a eu une pancarte. Et je souhaite citer cette pancarte parce que pour moi personnellement, c'est la souche du problème. Il y avait notre voix qui a écrit, et moi je l'ai mis sur une pancarte, à quelle morale obéit cette guerre qu'on a imposée à la Côte d'Ivoire? La moralité, elle est possible. Et si la France dit, les États n'ont pas d'amis et n'ont que des intérêts, je le conteste aujourd'hui. Nous avons eu un chancelier qui s'appelait Helmut Kohl. Avec son amitié avec Gorbatchev, ils ont réunifié l'Allemagne. C'était possible. Donc, c'est-à-dire la refondation de Laurent Gbagbo a beaucoup d'aspects
sur le plan moral, sur le niveau économique, sur le niveau politique, sur le niveau de l'éducation interne de la Côte d'Ivoire pour être un peu plus solidaire et ne plus se trahir. Donc, c'est tout pour ce que je souhaite dire. Je vous souhaite une bonne journée. Et libérez Laurent Gbagbo! Libérez Laurent Gbagbo! On nous a servi exactement la même chose. Exactement la même chose. Les cas de crimes que nous connaissons, on nous a ressassé cela à Bobo. Manifestation sur la RTI, à Bobo, manifestation sur la RTI, Yopougon et Divo. Sachez simplement que l'aspect technique, l'aspect juridique ne peut être développé que par les techniciens. Nous laissons nos avocats jouer leur partition. Mais pourquoi c'est avec consternation que nous avons écouté ce que nous avons écouté ce matin? Parce qu'on nous a dit qu'il ne s'agit pas de se poser la question de savoir qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Quand il y a une fièvre, nous avons nos mamans, nous avons nos femmes, nous avons nos enfants. Quand il y a une fièvre et que vous prenez la température de l'enfant, ce n'est pas en cassant le thermomètre que vous faites baisser la fièvre. C'est en cherchant la réponse à la question, mais qu'est-ce qui est la base de cette fièvre? En Côte d'Ivoire, il y a eu une crise post-électorale. Il y a eu donc des résultats. On va dire, pour faire court, le président Gbagbo a été donné vainqueur par le juge électoral. Quelqu'un dit, avec ses appuis, que non, c'est lui plutôt qui a gagné les élections. Mais quand c'est comme ça, la chose la plus logique, la chose la plus élémentaire, recomptons les voix. Recomptons les voix. Est-ce que demander le recomptage des voix, est-ce que c'est être criminel? Est-ce que recompter les voix, est-ce que c'est vouloir tuer des Paul Ouattara? Mais c'est ce que Gbagbo a demandé. On lui a refusé le recomptage des voix. On a préféré lui faire la guerre. Mais quelqu'un qui a été désigné par le juge électoral comme celui qui est le vainqueur, il assure la direction des charges de l'État. Et il a l'obligation de défendre l'État quand l'État est attaqué. Le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé dans son rôle constitutionnel face à ceux qui l'ont attaqué. Alors, d'où vient-il que la victime puisse être transformée en bourreau? Voilà le problème. On nous dit que cette question ne sera pas posée. On nous dit que cette question ne sera pas à l'ordre du jour. Alors, où est la vérité du procès? Où est le procès dans son fondement juridique? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on va nous délivrer la justice? Or, nous savons tous, la justice se fonde sur la vérité. Il n'y a pas de justice sans vérité. Nous sommes venus ici mobilisés parce que nous souhaitons la manifestation de la vérité. Vérité, rien que vérité. Or, pour que cette vérité se manifeste, croyez-moi, en ayant entendu avec les frères et les sœurs ce qu'on a entendu dans la salle, nous sommes convaincus que les choses ne se passeront pas comme un affranchissement de lettres. Nous devons donc faire quoi? Quoi? Que devons-nous faire? Nous devons rester mobilisés. Car la mobilisation est la seule
est la seule qui va montrer au monde entier que la vérité, il faut faire en sorte qu'elle sorte. Et qu'elle sorte pour que le président Laurent Gbagbo retrouve la liberté. Tant que le président Laurent Gbagbo n'aura pas retrouvé la liberté, je vous lance un appel solennel. Un appel solennel à votre organisation de manière unitaire pour que nous continuions de nous mobiliser sur le terrain que nous savons faire, sur le terrain des manifestations non violentes. Mais pour démontrer que le président Laurent Gbagbo est populaire et que celui qu'on nous présente comme le criminel, ce n'est pas notre Laurent Gbagbo, ce n'est pas notre Blé Goudé. Alors, chers frères, chères sœurs, c'est le message que je voulais vous délivrer au nom du Front populaire ivoirien. Il n'y a de résultats, il n'y a de victoire que dans la lutte. Si nous nous croisons les bras, ici vous nous montrez que vous ne vous croisez pas les bras. En Côte d'Ivoire, les camarades se battent dans l'adversité, ils ne se croisent pas les bras. Mais il nous faut passer peut-être à un niveau supérieur de la vitesse par la qualité de nos mobilisations pour montrer que cette imposture que nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire, nous ne la méritons pas. Nous ne méritons pas cette imposture à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous méritons le retour de celui que nous avons porté à la tête de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. On veut Laurent Gbagbo. On veut Laurent Gbagbo. On veut Laurent Gbagbo. Que le lutte qu'il a choisi. Chers compatriotes, vous devez savoir que nous sommes partis pour un marathon parce que le président du tribunal a donné une esquisse du programme qui nous amène au-delà du mois de août. C'est-à-dire que tous les jours, il y aura procès. À un moment donné, ils vont faire une petite pause. Je crois, j'ai toutes les notes là, excusez-moi si je n'ai pas les dates précises. Mais à compter d'aujourd'hui, le procès va se continuer jusqu'après le mois d'août. Alors, pourquoi il est important que je vous donne cette information? En cela, je m'adresse également au comité d'organisation et aux frères qui sont à Paris. Nous sommes obligés, parce que nous aimons la Côte d'Ivoire, parce que nous aimons le président Laurent Gbagbo, mais parce que nous aimons Charles Blé Goudé, nous sommes obligés de nous organiser entre le travail, entre la famille et entre cette patrie qui nous tient à cœur, nous organiser pour que de temps en temps, que ce soit chaque semaine, chaque 2 semaines, nous fassions le tour pour que les uns et les autres viennent ici, parce que Laurent Gbagbo ne doit jamais être seul. Blé Goudé ne doit jamais être seul. Conformément aux 2 points que je vous ai annoncés, je vais essayer d'être le plus objectif possible en relatant les faits que nous avons entendus. Mais vous me connaissez et vous savez très bien que dans la salle, je n'étais pas seul. Il y avait des journalistes nationaux et internationaux. Il y avait des compatriotes de tous les bords politiques. J'ai retrouvé des amis de la société civile ivoirienne, des compatriotes qui sont venus d'Abidjan. Donc ce que je vais vous dire, s'agissant de ce que Mme Bensouda a dit, je voudrais que cela soit dans votre esprit très proche de la vérité de ce qu'elle a dit ce matin. Premier point. Mme Bensouda, lorsqu'elle prend la parole, la première chose sur laquelle elle insiste, mais comme toujours, Mme Bensouda précise que le procès là, ce tribunal appelé Cour pénale internationale, autant pour moi, son rôle, ce n'est pas de dire qui a gagné l'élection en Côte d'Ivoire et qui a perdu l'élection en Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais, comme je ne veux pas mélanger le petit compte rendu que je vous fais avec mon commentaire personnel, vous permettrez que je garde mon commentaire pour la deuxième partie de mon intervention. Mais vous savez déjà,
vous imaginez déjà pourquoi cette précision est faite. Premier élément, voilà l'information qu'elle nous donne. Deuxième élément, en fait, quand on résume, qu'est-ce que c'est un procès combiné? Elle accuse Laurent Gbagbo d'être auteur d'un plan commun d'extermination en vue de se maintenir au pouvoir après l'élection présidentielle et de se maintenir au pouvoir coûte que coûte par tous les moyens, y compris par la violence. Donc, chers amis, je vous donne ce qu'elle a dit. Je résume cela point par point. D'ailleurs, ce n'est pas fini parce que son collaborateur, McDonald, normalement, il devait prendre la parole pour continuer à donner un certain nombre d'informations lorsque la technique a fait défaut. C'est parce que la technique a fait défaut, ils n'ont pas pu faire la projection que la seconde séance a été levée. Donc, en réalité, ça continue. Je suis ici, je ne compte même plus y retourner parce que, bon, je mets ça dans les commentaires. Parfois, c'est révoltant. Parfois, c'est révoltant. Je vous assure, il faut être fort. Peut-être même que quand vous n'êtes pas à l'intérieur, je veux dire que c'est pas forcément bien, mais parfois, c'est mieux. Parce que pour les cardiaques, parce que pour les patriotes, parce que pour les nationalistes, c'est révoltant quand vous entendez cette femme parler. C'est la maigre de service. Troisième élément. Donc Laurent Gbagbo, dans la mise en œuvre de son plan commun, pour se maintenir au pouvoir, coûte que coûte, a procédé donc par la violence, en utilisant Charles Blé Goudé. Donc Charles Blé Goudé a été présenté par la procureure comme son porte-parole. Elle a même utilisé son porte-parole et son directeur de communication. C'est le rôle qu'elle a confié à Blé Goudé. Donc, Blé Goudé est le pont entre Laurent Gbagbo et la jeunesse. Et deuxième élément que Laurent Gbagbo aurait utilisé, les FDS, les forces de défense et de sécurité, les milices, et puis des mercenaires. Tout cela, Laurent Gbagbo les a utilisés. Quatrième élément, excusez-moi si les points ne sont pas 1, 2, 3, si je me trompais, je sautais, mais prenez le point suivant, le quatrième élément. Et c'est un point assez grave sur lequel je reviendrai dans mon commentaire personnel. Elle dit, dans la mise en œuvre du plan commun appelé Laurent Gbagbo, les partisans du Nord, les ressortissants du Nord, les musulmans, considérés comme des personnes proches de Ouattara, y compris les étrangers du Burkina, du Mali, tout cela était pris pour cible et ont été maltraités et ont été assassinés en Côte d'Ivoire. Le dernier élément que je voudrais évoquer, parce que vous voyez que j'ai pris beaucoup de notes, mais je vous fais ce compte rendu là de façon succincte. Donc le dernier élément que je vais évoquer, elle-même, elle l'a dit, et puis elle a passé la parole à son collaborateur McDonald. Et le McDonald, il a commencé par citer des propos. Dès qu'il a pris la parole, il a cité des propos de Laurent Gbagbo. Je n'ai pas retenu les propos parce que c'est plusieurs phrases, mais en substance, voici ce que Laurent Gbagbo a dit. Et puis, dans le fond, Laurent Gbagbo l'a dit. En gros, il le répète ceci. Laurent Gbagbo a dit, face à des gens, mais au début, il ne nous dit pas où il a dit. Il le cite. Vous savez, mes chers compatriotes, la République, quand je vous parle, c'est la République qui vous parle. Mais sachez que la République, là, elle a des bras, elle a des mains, elle est puissante. De temps en temps,
calme la République, qui calme mes mains et mes bras. Et les gens considèrent que je suis faible et que Laurent Gbagbo aime négocier. Mais calmez-vous, parce que si je veux que la République frappe, elle va frapper. Et dans la suite, McDonald vient nous préciser dans quel contexte Laurent Gbagbo a dit cela. Je ne dis pas aurait dit cela parce que Laurent Gbagbo a prononcé ces mots. Dans quelle ville? La ville s'appelle Divo, c'est ma ville. La date, c'était le 27 août 2010. Ils ont donné la date là-bas. À quelle occasion? La ville de Divo est une ville révolutionnaire, entre griffes. Lorsque Abidjan bouge, Divo réagit toujours. Mais nous, les didats de Divo, en réalité, quand il y a des troubles, nous sommes dominés toujours par les nordistes qui viennent avec des machettes, avec des goudins et on fuit. Les parents fuient tout le temps. Donc, nous n'avons autre recours que la République. Et donc, plusieurs fois, nous avons demandé au président de la République d'amener la sécurité à Divo parce que même les commissariats sont brûlés. C'est ainsi que 2 semaines avant le 27 août 2010, le président Laurent Gbagbo, au nom de la République de Côte d'Ivoire, décide d'installer à Divo et à Gagnoa des services de CRS. Des services de CRS. Des services de CRS. C'est la police. Des services de CRS. Chers amis, je voudrais, en me limitant à ce niveau, considérer que j'ai fini de rapporter un peu ce que la procureure a dit. Et maintenant, je me permets, parce que comme je ne suis pas seul à intervenir, je me permets de faire les commentaires suivants, en commençant sur le dernier point avant que je n'oublie. La République, et puis enlever cette affaire de juristes, je ne suis pas juriste, on s'en fout de ça. Nous sommes tous des républicains parce que nous sommes dans des États modernes qui fonctionnent sur des principes républicains. Depuis qu'en 1789, il y a eu la Révolution française qui a tué ici en France un roi, la reine, etc. La République a été instaurée. Et dans la République, comment fonctionne une République? La République, la force de la République, c'est l'armée, c'est la gendarmerie, c'est la police. Un président de la République, en fonction de la Constitution, non seulement il est le garant de la sécurité de tous les citoyens, mais c'est lui qui incarne la nation. Et s'il y a un seul citoyen qui est en danger, le chef de l'État a le devoir de protéger tous les citoyens. Le fait qu'un président de la République dise à ses concitoyens, dans votre ville il y a assez de troubles, méfiez-vous. Je suis le président de la République, je vous envoie les CRS parce que la sécurité doit être assurée pour tous les citoyens. Chers amis, si ce propos-là était considéré comme un crime, tous les présidents français allaient mourir, tous les présidents américains allaient mourir. Nous sommes ici en Hollande. Nous sommes venus de tous les horizons de l'Europe pour assister à un procès historique. Mais il y a la police, il y a la CRS ici. Est-ce que nous sommes armés? Non, parce que l'ordre et la sécurité doivent être garantis par la République. Ou bien ce n'est plus la République. D'ailleurs, et je me permets de le dire aujourd'hui devant vous, d'ailleurs, dans les commentaires que nous faisons, dans les analyses que nous faisons, que ce soit des hommes de Dieu ou des laïcs, nous considérons que Laurent Gbagbo était trop faible. Laurent Gbagbo était trop faible. Parce que la République, elle se fait respecter. Je tenais à le dire parce que penser qu'un président de la République qui vient installer une CRS, il est considéré comme un criminel parce qu'il a dit que la force de la République, c'est la police et la gendarmerie. Si ça c'est un crime, eux tous, les bouches qu'on sort, ils iraient en enfer immédiatement. Autre chose que je voudrais dire dans les commentaires, chers amis, ce que je crois, ce procès-là, le nœud de ce procès, c'est, et le président Laurent Gbagbo a raison d'insister, et je crois que Maître Altit a raison d'insister, que j'ai vu ce matin et que j'ai salué Maître Altit. Le plus important dans ce procès, c'est de savoir finalement
qui a gagné l'élection présidentielle? Qui a gagné l'élection présidentielle? Qui a gagné l'élection présidentielle? Et vous savez pourquoi Laurent Gbagbo a raison? Parce qu'en réalité, on dit que Laurent Gbagbo a tout fait pour se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Mais attendez! Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez! Un président du Conseil constitutionnel proclame une personnalité entre deux et comme étant vainqueur de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il a commis un crime que de bénéficier d'une décision d'un juge? Si vous considérez qu'ici, il y a mensonge, il faut accuser le juge, mais il ne faut pas accuser le bénéficiaire de la décision de justice. Et dans mes commentaires personnels, est-ce que vous connaissez le prolongement de cette question de qui a gagné l'élection présidentielle? Je vais vous la donner. Je vais vous la donner. Et vous allez comprendre que ce qui se passe ici, à La Haye, c'est extrêmement grave. Chers amis, certains parmi nous, on a payé notre transport, on vient, mais parfois on se dit, mais pourquoi on vient même? Qu'est-ce qui se passe et puis on vient? Parce que dans le domaine des droits de l'homme, que je connais depuis plus de 20 ans, on a un adage qui dit, lorsque la justice est saisie, tout le monde se dessaisit. C'est-à-dire que si vous avez un problème et que c'est arrivé à la justice, le débat est clos. Mais ça, c'est dans l'hypothèse où la justice est objective, où la justice est crédible, où la justice n'a pas de parti pris. Or, dans le débat de la Côte d'Ivoire, pourquoi Mme Bensouda ne veut pas qu'on parle de qui a gagné l'élection? Parce que tout le problème est là. Voilà un pays souverain, un pays indépendant, où l'arbitre suprême, il proclame, il donne les résultats du scrutin, et puis il dit, Dr Boga a gagné. L'ONU, avec son représentant, dit, Dr Boga n'a rien gagné, le gagnant, il s'appelle Ouattara. À partir de là, tout ce qui va suivre, s'il y a mort d'homme, le responsable c'est qui? C'est l'ONU. Le responsable là, c'est l'ONU. Donc à la vérité, si vous comprenez bien ce procès-là, l'ONU va utiliser tous les moyens pour se donner bonne figure, pour se dédouaner du crime qu'elle a commis en Côte d'Ivoire. La vérité, c'est ce que nous vivons ici à la CPI. Et pour ceux qui ne comprennent pas, lorsque nous disons que c'est un procès politique, c'est ça les fondements. C'est ça les fondements. L'ONU est à la base de la crise ivoirienne. Donc l'ONU va tout faire pour que Laurent Gbagbo et Blé Goudé payent. Mais l'ONU va nous trouver sur son chemin. Aussi longtemps que ça va durer. Et en cela, je me permets, chers amis, je me permets d'ouvrir la parenthèse en cela. Oh, mais en cela, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est une grande fierté que d'être un Ivoirien. Nous sommes un pays de 322 000 km². Nous sommes à peine, en réalité, 18 à 19 ou 20 000 Ivoiriens en réalité, mais inondés par les étrangers. Mais nous avons tenu tête. Nous avons tenu tête depuis 5 ans. Nous sommes dans la rue, nous sommes dans le froid, nous sommes dans la neige. Parce que notre pays là, vous pouvez tout faire, mais vous n'allez pas venir nous marcher dessus, comme si nous étions recolonisés. On le refusera toujours. Chers amis, l'ONU veut se dédouaner en Côte d'Ivoire. L'ONU a pris Laurent Gbagbo en otage et Blé Goudé en otage. La procureure, et je m'en vais terminer, la procureure a dit, vous savez, ce qu'elle a dit ce matin, la grave bêtise qu'elle a prononcée ce matin, et que moi je considère comme quelque chose de très grave pour la Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens suivent ce procès, c'est là où elle a considéré que, à cause de Ouattara, Laurent Gbagbo et ses partisans ont ciblé les nordistes, les musulmans et les étrangers. Je considère que c'est extrêmement grave, parce que si la justice est le garant et le passage obligé pour obtenir la paix, je pense que la procureure Bensouda est en train d'attiser, est en train de créer des séquelles, des voies d'une guerre civile, d'une guerre tribale, d'une guerre religieuse en Côte d'Ivoire. Mais jamais cela n'arrivera chez nous. Jamais. Et je m'en vais dire ceci. Elle-même, comme elle est consciente que c'était trop grave, après, elle s'est ressaisie en disant, je précise que
Je ne suis pas en train d'accuser une ethnie, je ne suis pas en train d'accuser une tribu, mais j'accuse Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Chers compatriotes, je suis venu comme vous d'ailleurs. Je suis arrivé ce matin d'Italie. Sachez qu'on est nombreux. Nous sommes, parfois on a la chance d'être devant les médias, d'être sur les tribunes, de parler. Donc beaucoup de mes compatriotes, de mes frères parleront aussi. Mais sachant que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, j'ai fait plusieurs conférences, même ici, en Allemagne, je leur ai dit, chers amis, et je vais vous le dire encore aujourd'hui, parce que j'ai l'occasion, chers amis, quand nous étions au primaire, quand nous étions tous au secondaire, il y avait une partie de nos leçons qu'on appelait les dates à retenir. Vous vous rappelez, non? Les dates à retenir. Aujourd'hui, il n'y a plus de dates à retenir. C'est fou. C'est chacun de nous qui écrit les dates de la Côte d'Ivoire. C'est chacun de nous qui écrivons l'histoire de notre nation. Personne ne nous envoie. Laurent Gbagbo, il est embastillé, il est bâillonné. Il ne peut plus dire à quelqu'un, venez marcher pour moi. Si nous le faisons, nous le faisons par instinct patriotique. Si nous le faisons parce que notre pays, il n'y en a pas deux. Si nous le faisons parce que nos enfants, ils sont là, en train de regarder. Qu'est-ce que mon père a fait? Qu'est-ce que ma mère a fait? Au moment où mon pays était en danger. Chers amis, c'est un discours de conscientisation. Certains parmi nous, parce qu'en Europe, ils ont leur famille, ils ont leur voiture, ils ont leur travail, ils ont des enfants. Ils se disent, marchez, moi je travaille. Je voulais dire à celui-là, tu es perdu. Parce que ce que tu as, tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. J'ai parlé. On n'est pas venu ici, en Hollande, pour rien. Si les Occidentaux ont choisi de mettre cette prison ici en Hollande, il y a une raison. Il faudrait que nous ayons dans la tête que lorsque nous venons ici, nous sommes en guerre. Mettez-vous dans la tête aussi que nous, les États africains, n'avons jamais été constitués après des guerres. C'est faux. Nous avons accueilli des gens qui étaient des aventuriers qui sont venus chez nous, qui s'y sont installés et qui ont fait de nous des peuples colonisés. Rappelez-vous ça bien. Lorsqu'on nous utilise des mots comme indépendant, c'est de la sémantique. On essaie de nous mettre dans la tête qu'on nous a conquis et qu'on nous libère. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Le fait que nous l'ayons accepté fait qu'on se permet de nous emprisonner. Excusez-moi, c'est pas souvent que je prends la parole. Mais quand je la prends, j'aime bien rétablir ce que je sais, ce qu'on m'a appris. Si on m'a appris, c'est pour que je m'en serve. Si on nous l'a appris, il faut qu'on s'en serve. On ne peut pas nous apprendre quelque chose et nous faire le contraire. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas été un pays conquis par la France. La Côte d'Ivoire a été un pays où les Français sont venus après le passage des Anglais. On leur a dit que les Anglais sont partis ici, sont installés. Ils ont pris un décret et ils en ont fait une colonie. Ils ne se sont pas battus. C'est le moment de dire aux Français de partir de chez nous. C'est pour ça qu'on est là. Comprenez-le bien. On n'est pas des peuples indépendants ni des peuples occupés. On a reçu des gens qui sont venus occuper nos terrains. On leur demande de partir. C'est ça la vérité. Comprenez-le ça bien. À partir du moment où de manière psychologique et sémantique, on comprend qu'on a des envahisseurs chez nous qu'on doit faire partir. Quel que soit le temps que ça a pris, il faut qu'ils s'en aillent. Si nous essaient de déporter ceux qui le leur disent, il faut qu'on aille leur dire, nous aussi, qu'attention, il faut que ça s'arrête. Gbagbo doit sortir. Il
qui n'ont aucun élément de droit pour le maintenir. Pour parler d'élection, il n'y a pas eu d'élection. Si on considère qu'il y a eu un État, depuis le 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire s'est arrêtée. Ce que nous voyons là n'est pas un État, c'est une occupation. On veut notre président, on veut notre pays. Comprenons-le! Si nous l'avons compris, on peut le dire. C'est ce que je suis venu vous dire. Merci. Un vrai patriote qu'on appelle Laurent Gbagbo, il mérite de l'estime. Et je crois que vous tous vous souvenez, lors de la Première Guerre mondiale, ici on nous parle de 19 victimes, de 20 victimes, des blessés. Et je crois aussi que vous tous vous souvenez, lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Blancs ont regroupé Sénégalais, Nigériens, Congolais, Camerounais, Ivoiriens, ils se battaient à tout cœur, ils se donnaient à fond même pour la France. Et en revanche, quoi? Pour que l'économie de la France ne se rabaisse pas, ils les ont tous massacrés. Et aujourd'hui, on nous parle de 19, 20 victimes, ou des blessés même, ils ont dit. Ça, c'est de la honte. Je dirais plutôt, vive Laurent Gbagbo. C'est un homme qui a un cœur de lion. Et là, je me limiterai. Merci. Nous avons une grande mission. La mission, c'est de libérer Laurent Gbagbo, c'est de libérer Blaise Gondé-Schaal. Ici, l'Afrique sera libérée. Que Dieu vous bénisse tous. Je représente ici une certaine voix, la voix des Camerounais, parce que le combat de M. Gbagbo est le nôtre. On a toujours soutenu ce combat, le combat des Ivoiriens pour la liberté de l'Afrique. Pour rappel, le jour où Gbagbo a été arrêté, je vous jure que j'ai fait sensiblement plus d'une journée sans manger. J'avais perdu l'appétit totalement. Parce que c'est un combat, c'est comme si c'était mon papa qu'on avait arrêté. Parce qu'en fait, c'est mon papa. Je vais juste dire ici ce que peut-être certains pensent et n'ont pas dit. On sait tous ce qui s'est passé. Mais moi je dis, on est ici pour libérer Gbagbo. On nous a dit que le procès il va aller jusqu'à peut-être le mois d'août. Mais derrière, on doit continuer la mobilisation, mais pas seulement comme ça, dans un autre sens. Si jamais les choses n'avancent pas, moi je vous appelle à ce qu'on appelle l'intelligence économique ou le boycott économique. Ça veut dire que si les choses ne changent pas, il faut qu'on passe à l'action. Si les choses ne changent pas, ceux qui ont fomenté ce coup-là, à un moment donné, il va falloir qu'on les boycotte toutes leurs affaires. Ça veut dire que l'argent qu'on a dans leur banque, qu'on l'enlève, qu'on n'aille plus dans leur magasin, qu'on fasse des choses pour qu'ils sentent qu'on est fâché, qu'on n'est pas content. On ne peut pas rester comme ça, seulement à parler. À un moment, il faut qu'on passe à l'action. Donc, je vous dis, dans 3 mois, dans 4 mois, si ça ne change pas, pensez à un boycott économique. Voilà, c'est ce que moi je veux vous dire aujourd'hui. Parce que le combat, il faut le continuer, il faut le poursuivre de toutes les manières. De toutes les manières, pour qu'on sente qu'on n'est pas content. Donc, je vous dis, vive Gbagbo, vive l'Afrique libre. Comme Thomas Sankara disait, la patrie ou la mort, nous vaincrons. On doit rester calme, serein, déterminé, parce que c'est tout ce que le président est. À chaque fois que je le visite, il est calme, serein et déterminé, et on va gagner. Merci.